Alors on est ici pour évoquer là pendant une bonne grosse demi-heure pour essayer de rattraper le timing là de cet après-midi. euh, les enjeux en fait d'un tourisme durable, comment accélérer le tourisme durable en Occitanie, et vous présenter donc avec Valérie Affre là, qui est avec moi des opportunités et les leviers pour accélérer ce tourisme en Occitanie. Alors du coup, est-ce que je gère directement? Super. Donc Valérie Affre qui est avec moi est chargée de mission tourisme durable, activité de pleine nature au syndicat Pays Cœur d'Hérault et qui va intervenir du coup en tant que partenaire du fonds de tourisme durable que j'aurai l'occasion de vous présenter juste après. Et moi-même, donc Christelle Bédès, qui suis à l'ADEME Occitanie, donc l'ADEME qui est l'agence de la transition écologique et qui vise à accompagner à la fois les collectivités, les entreprises et les citoyens pour enclencher et accélérer la transition écologique dans les territoires. Donc on est ici pour vous présenter à la fois donc, les enjeux d'un tourisme durable, et ça a été rappelé à plusieurs reprises ce matin, la nécessité de l'accélérer, de l'ancrer dans les territoires, et surtout de vous présenter les opportunités de financement et d'accompagnement qui sont aujourd'hui disponibles pour vous aider à accompagner dans vos projets. Alors avant de présenter tout ça, on voulait savoir un petit peu et vous connaître parce que alors peut-être que Valérie connaît un petit peu plus les acteurs du tourisme pour être mobilisés, mais moi c'est quelque chose qui est nouveau pour moi. Ça fait 1 an que j'ai pris cette mission là au sein de l'ADEME, et donc c'est une première pour moi d'être aux Convergences, et je remercie le CRTL d'avoir invité l'ADEME, et on aura l'occasion de revenir parce qu'on a une collaboration très forte qui va se construire là avec une convention qu'on va signer pas plus tard que demain sur l'accélération notamment du tourisme durable et des enjeux de la mobilité. Je voulais savoir qui vous êtes, vous, dans la salle, même si certains sont déjà ou pas encore revenus. Je voulais savoir s'il y avait plutôt des acteurs institutionnels, donc à savoir des offices du tourisme, des territoires de projet, des agences de développement du tourisme qui accompagnent les projets. Donc juste lever la main pour savoir voilà, qui était là. De petit tiers. Est-ce qu'on a des professionnels, du coup des hébergeurs, des restaurateurs qui sont présents et qui veulent 2? Je vois 2 mains levées. 3. Ok. Et alors le reste de la salle, du coup, on a plutôt des gens qui sont en dehors de l'Occitanie. On a des gens que de l'Occitanie? Non, on est bien sur l'Occitanie. Et du coup, le reste de la salle, on est plutôt quoi, sur des acteurs privés qui accompagnent les opérateurs ou qui ont des offres d'accompagnement? Oui. Ok, très bien. Alors, le tourisme durable responsable, quand on parle de ce sujet-là, de quoi parle-t-on? J'ai repris volontairement une slide, et Sophie m'en voudra pas, donc du CRTL, pour sensibiliser, même si on les connaît tous, des enjeux du tourisme, alors que ce soit quand on parle de tourisme, de l'impact, l'impact du changement climatique. Actuellement, les acteurs, que ce soit institutionnels, publics ou économiques, sont aujourd'hui et pendant 3 semaines à Glasgow pour la COP26. Et c'est vrai que, on le voit, hein, le secteur du tourisme impacte énormément sur l'activité économique, sur l'activité environnementale, sur nos paysages, sur nos natures, et a été aussi impacté lui-même par la crise qu'on a tous vécue là depuis 2 ans, qui est une crise sanitaire qui a fait revoir d'autres priorités à la fois du public, mais aussi du privé, de comment on réorganise une offre touristique qui soit peut-être moins débordante, qui soit moins massive, qui soit peut-être plus de proximité et qui prenne en compte, ce qu'a dit l'intervenant précédent, les attentes aussi, qui prennent en compte une valeur peut-être plus humaine et qui conditionne aussi une meilleure attractivité de nos territoires, et donc en répondant aussi à des exigences climatiques notamment qui sont là et pressantes et qui ne sont pas là demain, hein, qui existent déjà aujourd'hui sur nos territoires de montagne, sur nos territoires littoraux. Et donc comment on fait, comment le tourisme peut être un tourisme durable et un tourisme qui se développe et qui respecte ces différentes conditions. L'Organisation mondiale du tourisme dit « Le tourisme durable, je vous lis, est un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux, environnementaux, actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil. » Vous allez me dire, en fait, on ne devrait même pas rajouter le tourisme durable, ça va être un tourisme tout court, puisque ce tourisme-là, le tourisme que vous prenez, devrait prendre en compte de façon naturelle l'ensemble de ces impacts
et également essayer de travailler avec l'ensemble des acteurs pour mettre ou faire la mise en tourisme. Je crois que c'est Jean Pinard qui souvent met en lumière ce terme-là, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important, d'essayer de travailler ensemble pour accélérer du coup un tourisme qui se veut le plus durable possible. Lors des conférences, notamment d'ADN Tourisme, et pour la première fois, à mon grand étonnement, parce que je pensais que c'était quelque chose qui était ancré depuis plusieurs années, j'ai compris, et notamment ADN Tourisme a réuni l'ensemble des acteurs à Agen en fin septembre dernier, et s'est engagé pour développer du coup un tourisme responsable. Alors j'ai juste repris là, ces éléments de slides qu'on avait pu présenter lors des rencontres à Millau notamment, avec le PNR des Grands Cosses et puis l'Office du tourisme Cosses et Millau, qui rappelait de travailler sur une vision élargie du tourisme, de travailler sur l'accompagnement de la transition écologique de l'ensemble des acteurs, de promouvoir la filière de gastronomie locale, de promouvoir des circuits courts, de travailler de façon beaucoup plus élargie du secteur du tourisme. Et c'est vrai que j'ai réalisé, chose que je n'avais pas forcément réalisé, puisque c'est quelque chose qui est nouveau aussi pour moi, de travailler avec ce secteur-là, que c'était quelque chose de nouveau. Dans le secteur, alors, certains acteurs étaient déjà associés ou avaient déjà enclenché des démarches, mais qu'il y avait vraiment une volonté d'accélérer ou de conforter un tourisme responsable beaucoup plus que ce qui n'était jusqu'à présent. Et c'est vrai que le tourisme, c'est quelque chose qui est un secteur d'activité important, en France notamment et en Occitanie encore plus, je ne vous apprends rien. C'est un secteur qui se veut, je ne sais pas si on voit très bien ici, qui se veut très transversal. Et donc quand on dit tourisme durable, tourisme responsable, ça veut dire comment on travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur du tourisme. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident, puisque ça veut dire travailler, on l'a vu, à la fois sur l'hébergement, sur une meilleure qualité de l'hébergement, sur une efficience de l'hébergement. C'est aussi travailler sur des loisirs qui soient attrayants pour l'ensemble des acteurs, en fonction du type de profil de la population. C'est aussi travailler sur l'alimentation. Quand on dit alimentation, c'est par rapport à une alimentation locale et circuits courts, et donc comment travailler avec les acteurs économiques pour valoriser tout ce travail également, et aussi sur le transport. Et le transport, c'est aussi plusieurs acteurs, qui soient privés et économiques, et donc ça veut dire qu'il faut réussir, soit en tant qu'opérateur public ou privé et professionnel, de mettre en mouvement l'ensemble de ces acteurs pour travailler sur des enjeux à la fois qui soient économiques, environnementaux et sociaux, pour développer une filière ou une chaîne de valeur durable de l'ensemble du secteur. Et donc ça veut dire que la transversalité, d'autant plus pour la transition écologique, mais encore plus pour le tourisme, est quelque chose de nécessaire à mettre en ordre de marche. Pour vous, alors pas vous réveiller un petit peu, mais pour éviter de passer différentes études qu'on a pu mener là avec l'ADEME et différents acteurs, je voulais vous poser 5 petites questions et vous sensibiliser du coup à certains enjeux du secteur du tourisme. La première, est-ce que vous savez du coup quel est le poids du tourisme dans le bilan des gaz à effet de serre en France? C'est quelque chose qui a été présenté, vous avez peut-être vu lors des derniers vidéos, webinaires ou différents tweets que l'ADEME a pu sortir. Est-ce que c'est 4% des émissions? Est-ce que c'est 8% ou est-ce que c'est 11%? Alors qui dit 4, lève la main. Ou vous pouvez vous lever pour bouger un petit peu. Je vais me lever un petit peu moi aussi pour bouger. Non. Qui dit 8%? Oui. Et qui dit 11%? Bon, je vois qu'il y en a qui suivent ou qui ont déjà lu l'étude ADEME en fait. Donc oui, c'est bien 11%. C'est 11%. 8%, c'est le bilan des gaz à effet de serre, enfin, c'est l'impact des émissions de gaz à effet de serre du tourisme au niveau mondial. Et 11%, c'est l'impact des gaz à effet de serre du tourisme au niveau français. Cette étude, elle a été réalisée donc, avec l'appui notamment de 2 cabinets Carbone 4 et 7, avec le financement de l'ADEME. Elle a été présentée là, juste avant l'été et puis diffusée en détail. Je vous aurais mis les liens des webinaires si vous voulez aller un peu plus loin. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un secteur aujourd'hui qui n'était pas quantifié. Enfin, quand on parle du poids de l'industrie, quand on parle du poids du transport, quand on parle du poids de l'alimentation, on a un bilan des gaz à effet de serre de ce secteur-là, mais le tourisme, on n'avait pas d'indicateur aujourd'hui. Donc c'est un travail que l'ADEME, avec l'ensemble des acteurs, au sein de la filière ADN et autres, souhaite mettre et annualiser, ou au moins tous les 2 ans, pour avoir une donnée chiffrée et avoir un point d'indication de ce que le tourisme peut impacter. La deuxième question, sur ces 11%, comment sont réparties les émissions par rapport au transport, hébergement, restauration et achat? Est-ce qu'on est sur un tiers, un tiers, un tiers?
Qui lève la main? Est-ce qu'on est sur 50% de transport, 25% hébergement et 25% restauration achat? J'ai une petite main levée à ma droite. Ou est-ce qu'on est sur 75% transport, 25% restauration, hébergement et achat? J'ai une majorité qui a bien raison. Ça a été présenté et rappelé aussi tout à l'heure, et c'est vrai qu'on le voit. Et aujourd'hui, le secteur du transport, ça représente quand même 3/4 des émissions du secteur du tourisme, où la mobilité qui est répartie avec la moitié qui est liée au secteur notamment du transport aérien, le déplacement sur place, essentiellement qui se fait à la route, hein, avec également essentiellement un déplacement sur la route au niveau d'Occitanie, et puis tout ce qui est lié aux infrastructures. Et le reste, ça se répartit entre l'hébergement, la restauration, l'achat de biens ou l'organisation d'événements sportifs événementiels. Donc ça veut dire qu'il y a un gros enjeu à travailler aussi de façon concertée sur le secteur de la mobilité, où bien sûr je dirais, le professionnel tout seul ne peut pas agir. Et donc c'est là où il y a bien un jeu d'acteurs ou de mise en réseau d'acteurs pour essayer de travailler de façon concertée sur des offres touristiques qui du coup permettent de diminuer cet impact-là. La troisième question, c'est quelle différence d'impact? Alors l'intensité carbone, c'est-à-dire c'est le nombre de kilos de CO2 émis par nuitée ou par jour entre un tourisme interne, donc qui vit sur le territoire, ou un tourisme réceptif qui va aller sur le territoire. Est-ce qu'il n'y a pas de différence? Est-ce qu'on est à 2 fois moins impactant un tourisme interne qu'externe? J'ai 2 petites mains levées, où les gens ne veulent plus lever la main. 4, 5. Ou est-ce qu'on est à 2 fois plus impactant un tourisme interne qu'externe? Alors c'est peut-être pas très clair ma question, mais ceux qui avaient déjà levé la main pour la deuxième avaient bien raison. Donc on est un tourisme interne et réceptif est 2 fois moins impactant qu'un tourisme externe. Et notamment parce que, comme je disais tout à l'heure, l'impact qui est lié au transport va bien sûr générer beaucoup plus d'impact que qui vient généralement de plus loin et en plus passe généralement moins de temps sur le territoire au regard d'un touriste interne et qui du coup peut également engendrer moins de retombées économiques aussi, même si là ces données-là on les a pas forcément ici. Je vous présente très rapidement ces résultats-là, on pourra y revenir et dans tous les cas je vous mettrai les liens des webinaires, hein, donc, et puis n'hésitez pas à poser des questions après dans le fil. La quatrième question, on a fait en fait plusieurs scénarios de différents types de profils de familles qui voyagent en Europe, qui voyagent à l'international, qui voyagent de proximité. Et je voulais vous poser, en plus on est en pleine COP26, une petite question. Selon le GIEC, si on limite du coup la limite, même si on pourrait tomber à 1,5 tonne, mais là je l'ai mis à 2 tonnes du coup de CO2 par an en français, combien de voyages selon vous New York métropole serait possible? 3 voyages? Est-ce que c'est 2 voyages ou 1 voyage? 3. Qui dit 3? Non. Qui dit 2? Et qui dit 1? Alors, la majorité des 1 a presque raison, mais en fait, c'est même pas 1 voyage. C'est un petit piège. Alors, c'est des données, c'est des chiffres, hein, mais c'est aussi pour sensibiliser que on a un pass sanitaire aujourd'hui, hein, on aura peut-être d'autres passes, j'en sais rien. Mais c'est vrai que si on fait une moyenne d'empreinte carbone du tourisme, aujourd'hui, on ne pourrait pas faire, on dépasserait notre empreinte carbone en faisant un voyage Paris-New York en une année par rapport à d'autres voyages. Et donc c'est là où on voit bien qu'il y a une nécessaire transformation du secteur qui doit être pris en compte et qu'il y a un tourisme qui doit se transformer pour essayer de travailler aussi sur ce qu'on appelle le tourisme de proximité et qui se veut peut-être aussi plus résilient et qui prend en compte aussi une attractivité du territoire et qui remet aussi les habitants au cœur de leur propre territoire. Et la dernière question, pour finir, qui reflète du coup une étude complémentaire qui avait été faite un petit peu avant, avec notamment pas mal d'acteurs qui avaient été mobilisés ici en Occitanie, que ce soit la région, l'IO, le CRTL aussi. En Occitanie, comment se déplacent essentiellement les touristes? Est-ce que c'est 92% par la route?
J'en connais qui connaissent la réponse. Est-ce que c'est 82%? Ouais, ou c'est 72%? J'ai plutôt une moyenne à 82%. Eh bien non, Sophie, tu as bien raison, c'est 82%, mais en même temps, tu as triché parce que tu participais à l'étude. Donc c'était une étude qui avait été réalisée là, en fin d'année dernière sur les externalités du tourisme liées à la mobilité, avec un focus qui avait été fait sur plusieurs régions, dont l'Occitanie, et donc qui mettait en lumière... alors j'ai pris ce chiffre-là en tant que tel, mais c'était plutôt pour vous évoquer cette étude-là et la dynamique qui a, je pense, aussi conduit à toute la réflexion qu'on a pu voir sur la mobilité et l'impact de la mobilité, et qui nous conduit aussi à travailler beaucoup plus sur ce sujet-là, qui avait un peu quantifié à partir de données chiffrées de terrain, donc tous les observatoires, les indicateurs, donc il ne s'agit pas de données agrégées, hein, c'était vraiment une étude sur le terrain, pour mettre en lumière à la fois comment ça se passe dans les régions, et c'est vrai qu'on est une région quand même plutôt chanceuse en Occitanie, où on a un tiers de la clientèle qui est occitane, hein, qui vient de la région, un autre tiers qui est une clientèle étrangère qui vient en dehors de la France, et puis un autre gros tiers qui vient de territoires métropole ou France. Le CRT, dans le cadre de le travail de cette étude, et on pourra y revenir, on a travaillé du coup avec le CRT, la région, sur des scénarios tendanciels, sur savoir un peu comment on pouvait envisager et quel impact si on modifiait le tourisme, et notamment en essayant de promouvoir une autre mobilité touristique, plus de mobilité, de tourisme de proximité, qu'est-ce que ça pouvait générer. Et là, c'est le petit, alors je ne sais pas si j'ai un pointeur. Non, pas de pointeur. C'est le dernier graphe là, que vous voyez avec les couleurs jaune et marron. Si on travaille sur un tourisme qui travaille sur justement une mobilité dont la part modale diminue fortement, et avec une promotion très forte du coup d'un tourisme de proximité et d'un tourisme beaucoup plus ferroviaire, on arrive à diminuer de 47% l'impact du tourisme lié à la mobilité, hein, j'entends, par rapport au scénario tendanciel. Voilà. Donc c'était quelques chiffres clés que je voulais vous aborder avec vous et qui posent un petit peu le constat des enjeux, des impacts du tourisme. Qui fait que ce secteur, c'est un secteur qui est en crise qui est liée essentiellement quand même à la crise sanitaire qu'on a tous connue, mais qui se veut, je pense, aujourd'hui, et en témoigne aussi la présence de l'ensemble des acteurs ici présents, de nombreuses opportunités de transformer, d'accélérer un tourisme qui se met au vert, comme on avait sorti là, le numéro de l'ADEME et vous, là, juste avant l'été, pour sensibiliser à la fois sur les dispositifs, mais aussi sur le fait que les Français aujourd'hui sont peut-être plus aujourd'hui qu'hier, prêts à travailler ou aller sur des lieux de qualité, à payer un petit peu plus pour avoir des lieux qui prennent en compte l'impact environnemental, et du coup à travailler avec l'ensemble des acteurs pour promouvoir une offre de qualité et conciliant les enjeux environnementaux. Et donc pour résumer, le tourisme, pour le transformer, pour nous il y a 4 leviers. C'est travailler sur la sobriété en amont, être plus sobre, se poser la question déjà de est-ce qu'on fait ce déplacement, comment on le fait et où on le fait. Travailler sur l'efficacité énergétique, c'est-à-dire avoir des équipements qui soient plus performants, une meilleure performance des bâtiments, travailler sur la réduction des consommations des usages. Diminuer l'intensité carbone, ça veut dire travailler sur l'amélioration et transformer, on va dire, en passant du coup avec des modes d'énergie renouvelable par exemple, ou en optimisant des systèmes énergétiques. Et puis également un enjeu, un pilier majeur, notamment en Occitanie, qui est s'adapter au tourisme actuel et de demain. Quand on dit s'adapter, c'est qu'on le voit, on est dans un territoire de littoral, un territoire de montagne, un territoire rural avec un territoire urbain, avec des enjeux du coup de montée des eaux, avec des enjeux de diminution de l'enneigement, avec des enjeux également aussi d'îlots de chaleur dans les territoires urbains. Et c'est des enjeux liés au changement climatique, du coup, à des choses que l'on voit aujourd'hui, hein, puisqu'il y a les retraits de côte, c'est quelque chose qui se fait déjà depuis un certain nombre d'années. Et donc, comment on agit ensemble pour trouver des solutions adaptées aux enjeux climatiques qui, dans tous les cas, sont là et ne sont pas là demain, hein, en 2030 ou 2050, sont déjà là aujourd'hui. Et donc, comment on travaille avec l'ensemble des acteurs pour adapter la filière à ces sujets-là. C'est travailler sur l'offre et sur la demande, sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur, ce que je disais. Et surtout, je pense, c'est travailler, parce qu'on le voit, on est en plus en Occitanie, même en France ou ailleurs, on a des spécificités territoriales
très particulière. Moi, historiquement, je ne l'ai pas forcément dit, je travaillais avec les collectivités au déploiement de plans climat-air-énergie territoriaux. Et c'est à l'échelle des intercommunalités qui développent une stratégie territoriale pour travailler, accélérer la transition écologique. Je pense que le secteur du tourisme, comme certains le font déjà également à votre niveau, doivent travailler à l'échelle de programmes, de projets, de territoires, avec les spécificités territoriales qui sont propres à chacun, et mettre en musique, de façon transversale, avec une gouvernance partagée, l'ensemble des acteurs du territoire pour déjà identifier, avoir un diagnostic du territoire, peut-être travailler sur des indicateurs de bilan de gaz à effet de serre, et ça je pense qu'on y reviendra avec le CRTL là-dessus, et travailler sur des schémas de territoire de développement du tourisme qui concilient l'ensemble de ces enjeux. Et donc ça a été remis dans le cadre d'un rapport tourisme durable dans lequel l'ADEME fait partie et qui a mis en lumière, là je vais passer vite fait les axes, mais notamment un axe fort qui a été de dire, après la crise en tant que telle, il a souhaité, dans le cadre du plan de relance au niveau national, de travailler sur le lancement du fonds de tourisme durable. Parce que le tourisme, avec la crise qu'il a subie, on a souhaité en fait renforcer ce secteur-là avec un fonds qui a été lancé au niveau national et qui se décline au niveau régional de 50 millions d'euros et qui veut travailler sur l'ensemble des territoires avec un focus particulier sur les territoires ruraux. En Occitanie, ce travail-là, parce que nous, historiquement, l'ADEME, on est une institution publique, même si on a organisé au niveau territorial, les acteurs économiques, on ne les connaît pas, on ne les connaît pas en direct. Donc on a voulu travailler de façon concertée avec l'ensemble des acteurs au niveau régionaux d'une part, donc la région Occitanie avec laquelle on travaille historiquement sur les sujets de transition écologique et depuis peu sur les sujets tourisme, le CRTL bien entendu, et on avait lancé du coup, hop, je vais mettre ici, je vais un peu trop vite, un appel à candidature pour recruter des partenaires. Et j'en ai un certain nombre d'entre vous dans la salle, dont Valérie ici, Erwan que je vois devant, de l'Hôte Tourisme, pour vous accompagner de plus près l'ensemble des opérateurs à bénéficier du fonds de tourisme. Ce fonds, il se décline sur 3 volets. Il y a un volet qui est dédié du coup à l'accompagnement des restaurants avec un budget de 10 millions d'euros. Le secteur de l'hébergement et un sujet sur le slow tourisme avec un appel à projet spécifique et dédié dont je ne parlerai pas ici aujourd'hui, mais on pourra y revenir, dont deux appels se sont ouverts, un au mois de juin et puis un autre au mois d'octobre, avec un certain nombre de candidatures et de projets très intéressants qui sont en cours d'instruction actuellement. Sur les 2 premiers volets, donc ces 2 volets financent en fait un certain nombre d'actions qui vont des actions à la fois d'investissement, mais également d'études en amont pour aider les porteurs de projets à travailler sur des sujets classiques à l'ensemble des entreprises, des TPE, PME, que ce soit de l'éclairage, de la mobilité, de l'économie circulaire, plus largement que les déchets, comment travailler sur, localement, organiser l'économie circulaire sur leur territoire, également sur enclencher des actions d'efficacité énergétique pour changer des équipements de lave-linge, par exemple, de sèche-linge performants, ou également enclencher une démarche plus large de labellisation. On parlait ce matin de l'affichage environnemental, de l'écolabel, et donc comment, avec des investissements, travailler sur ces sujets-là, avec des aides du coup forfaitaires, et puis des actions spécifiques dans le cadre du fonds de tourisme durable pour la restauration. Alors ça va de grands investissements pour l'achat d'équipements performants à de l'achat pour transformer en fait ou acheter des bacs pour travailler en fait sur une cuisine beaucoup plus locale, où on a des porteurs de projets qui aussi travaillent sur le développement d'un potager et donc veulent avoir des équipements qui conservent aussi tout ce qui est équipement frais. Donc voilà, ça va tout un tas d'investissements qui sont bien listés. Et la partie hébergement, on travaille à la fois sur la partie enveloppe du bâtiment avec des études amont qu'on peut aider, ou également aussi sur tout ce qui peut travailler sur la végétalisation, le confort d'été, sur de l'équipement pour optimiser aussi les dépertes énergétiques liées notamment aux piscines, avec l'achat de bâches de piscine, voilà, de ce genre de type d'équipement. Et donc, ce que je vous disais, en Occitanie, donc on a voulu couvrir, nous, l'ensemble du territoire d'Occitanie avec un AMI, un appel à manifestation d'intérêt qu'on a lancé en amont en début d'année 2021, pour lequel on a recruté différents types d'opérateurs, que ce soit donc les chambres de commerce et d'industrie,
qui peuvent accompagner les porteurs de projets, des comités départementaux ou les agences de développement du tourisme qui sont aussi partenaires dans certains départements. Également au niveau régional, l'UNAT Occitanie, là, qui est ici présent avec Georges ici, qui accompagne le secteur du tourisme associatif et qui sont là du coup pour vous accompagner et proposer des outils. Du coup, Valérie, qui est au niveau du Pays Cœur d'Hérault, qui est dans l'Hérault. Comment dans l'Hérault cela s'est passé et pourquoi vous avez candidaté du coup historiquement à cet appel à projet pour accompagner les opérateurs touristiques? Alors en fait, nous, ça commence il y a une vingtaine d'années. L'Agence départementale du tourisme de l'Hérault avait déployé du personnel donc, sur les territoires de l'Hérault pour les accompagner au niveau touristique. Donc déjà, il y avait un partenariat historique un peu avec l'Agence départementale du tourisme. Quand cette AMI donc, est sortie, on s'est dit il ne faut pas postuler tout seul parce qu'on a appris à travailler tous ensemble et on se dit que quand on travaille ensemble, eh bien, on va beaucoup plus loin et beaucoup mieux. Donc du coup, on a répondu à cet appel à cette AMI avec donc, l'Agence départementale du tourisme. Et du coup, c'est associé à ce partenariat le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Donc, on a fait une candidature tripartite qui a été acceptée. En parallèle, il y a la Chambre de commerce aussi, d'Occitanie, qui s'est greffée, mais qui ne fait pas partie de la convention, mais avec laquelle on travaille aussi main dans la main pour associer les professionnels à cet appel à projet. Donc, en fait, on a décidé de vraiment travailler ensemble et on a organisé donc vraiment dans notre candidature, on a présenté notre façon de travailler, c'est-à-dire qu'on s'est dit on travaille ensemble, on se répartit le territoire puisque donc le Pays Cœur d'Hérault, pour vous situer un petit peu, on est entre Montpellier et Béziers, on est traversé par la 75 et donc on a sur notre territoire 3 grands sites, donc le grand site le cirque de Navacelles, on a le lac du Salagou et on a les gorges de l'Hérault avec Saint-Guilhem-le-Désert. Donc on avait donc le département de l'Hérault qui couvrait le reste du territoire qui n'était pas couvert et par le Pays Cœur d'Hérault et par le parc naturel régional du Haut-Languedoc. Donc du coup, on a répondu à cet appel à projet et on a organisé, donc on se réunit une fois par mois, on fait un comité de suivi interne sur lequel on fait la stratégie, on discute, on met en place les actions, les difficultés qu'on fait remonter à l'ADEME ou pas. Et ensuite, on a fait donc, une communication commune, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur nos listings, sur nos mailings, pour justement essayer de sensibiliser les professionnels du tourisme. Et ensuite, nous, on a tenu à associer nos offices de tourisme, qui sont en fait les relais territoriaux, puisque c'est quand même eux qui sont les plus proches et qui connaissent les mieux les prestataires. Et donc, c'est eux en fait avec qui on travaille également pour pouvoir sensibiliser nos professionnels à cette transition écologique. Et nous, au niveau du Pays Cœur d'Hérault, on s'est appuyé également sur le label Vignoble et Découverte pour en fait sensibiliser vraiment nos professionnels pour leur donner une plus-value sur cette transition écologique. Merci Valérie. Je pense que moi, ce que j'avais noté aussi pour compléter, c'est vrai que ce qui est important dans la mobilisation des acteurs du tourisme, c'est la synergie des acteurs sur le territoire et le témoignage de Valérie complémentaire en fait, à l'ensemble des acteurs, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une vraie complémentarité entre un acteur CCI, un acteur ADT et des acteurs de territoire de projet qui historiquement avaient l'habitude de travailler ensemble et qui dans la déclinaison du fonds tourisme sur le territoire s'est fait de façon assez efficace et naturelle. Pour compléter, c'est qu'on fait vraiment un partage d'expérience. Ouais. C'est-à-dire que les premiers diagnostics qu'on a fait, on les a fait ensemble pour justement partager en fait comment on faisait ces diagnostics, qu'est-ce qu'il fallait dire, qu'est-ce qu'il ne fallait pas dire, les difficultés. Et du coup, on avance ensemble et on s'entraide. Et du coup, c'est vrai que c'est riche d'expérience. Alors c'est vrai, tu parlais de diagnostic, comment ça se passe? En fait, ce que je vous disais, c'est que dans le cadre du fonds tourisme, pour aider et accompagner, même si on a pu évoluer, avancer, modifier
que c'est quelque chose qui s'est fait dans des délais de lancement du plan de relance, des fois un peu bousculés pour tous. On a voulu mettre à disposition un outil qu'on appelle un diagnostic fonds tourisme durable, qui s'appuie concrètement, ce que c'est, sur la déclinaison ou l'harmonisation de différents outils d'audit environnemental touristique, à la fois les questionnaires liés à l'affichage environnemental ou à l'écolabel européen, ou même qui ont repris aussi des choses moins engageantes telles que Clé Verte. Tout ça a été fusionné dans un outil qui maintenant est très opérationnel, hein, Valérie, tu me le confirmes, qui permet d'une part aux partenaires d'aller voir sur le territoire le bénéficiaire, donc un hébergeur, un restaurateur qui peut en bénéficier, de proposer du coup, de questionner le bénéficiaire pour savoir où il en est sur sa transition écologique, d'identifier les actions, les pistes d'action avec lui qu'il peut améliorer, les choses qui seraient éligibles du coup aux actions du Fonds Tourisme Durable ou d'autres opérateurs. Ce matin, on évoquait notamment le FTO, les aides de la région. C'est bien l'idée aujourd'hui, je pense, de répondre collectivement à une offre qui se veut très diversifiée aux opérateurs pour les accompagner, on va dire, de façon collective vers un tourisme durable. Et donc avec du coup aujourd'hui des fonds qui sont disponibles et puis de les aider jusqu'au dépôt de dossier de demande de financement. Et donc concrètement, Valérie, vous, chez vous, comment ça s'est organisé là sur le territoire où vous en êtes? Alors en fait, au début, c'était un peu, voilà, il fallait faire vite parce qu'il y avait la saison qui arrivait, la saison d'été. Et donc bon, maintenant ça y est, on a pris nos marques. Donc en fait, moi ce que j'ai fait, donc on a d'abord, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, fait un peu un mailing, on a un peu sollicité tous nos professionnels par le biais des différents réseaux dont je vous ai cité tout à l'heure. La CCI a également fait un courrier à tous ses adhérents. Et à partir de là, en fait, on a contacté les professionnels qui étaient donc intéressés par cette démarche. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je vais les voir. Je fais d'abord un premier rendez-vous avec eux pour leur expliquer bien concrètement en quoi ça consiste, ce que ça implique. Et je fais un petit peu un état des lieux avec eux, parce que souvent ils nous disent « Ah non, mais ça, j'ai pas envie de le faire, ça, non, ça sert à rien, ça... » Et en fait, on se rend compte en discutant que finalement, on arrive à argumenter, à les sensibiliser à certaines choses. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment un travail de sensibilisation à faire. C'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'il faut y aller, mais on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, c'est pas le moment, enfin, bon, il y a toujours quelque chose. Et donc, voilà, il faut vraiment, c'est un long, long travail, en tous les cas, pour les miens, c'est un long travail de sensibilisation et de partenariat avec eux. Donc, une fois qu'on a fait un petit peu cet état des lieux, ensuite, je les laisse réfléchir, je les laisse regarder, je les laisse voir, et je retourne une deuxième fois, et là, on fait le diagnostic. Donc, le diagnostic, c'est toute une série de questions. Donc, ce diagnostic nous a été fourni par l'ADEME, et on répond à un certain nombre de questions. Bon, c'est assez long, ça peut être fastidieux, effectivement, mais je pense que c'est intéressant parce que ça donne vraiment un état des lieux du professionnel. Et donc, on répond à ce diagnostic qui donne un plan d'action, merci. Un plan d'action qui découle sur un plan d'action. Donc, ce plan d'action, une fois qu'il a, je lui explique la marche à suivre pour la suite. Et pareil, il réfléchit. Parce que souvent, il y a un plan d'action sur des choses sur lesquelles il avait dit non, puis finalement, il réfléchit, il revient. Voilà, en fait, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail d'accompagnement et c'est vraiment un travail de partenariat. C'est-à-dire que le professionnel, il faut qu'il sache qu'on est là. Des fois, il nous appelle 10 fois par jour pour poser des questions, puis après, on n'a plus de nouvelles pendant un mois. Voilà, mais voilà, ça fait partie de l'accompagnement et de la richesse aussi de l'échange avec le professionnel. Et ensuite, il y a le dépôt de dossier, puisqu'il faut qu'il fasse des devis sur les actions sur lesquelles ils veulent s'engager. Ils déposent le dossier donc, sur le site de l'ADEME. Alors moi, personnellement, je dépose le dossier avec eux. Normalement, c'est à eux à le faire tout seuls. Et en fait, moi, je pars du principe que je les ai accompagnés au début, donc je les accompagne jusqu'au bout. Donc moi, je vais avec eux et je dépose le dossier avec eux. Et après, c'est à eux après à faire les travaux, à faire ce qu'il faut. Et donc, pour l'instant, on n'a pas encore finalisé tous les dossiers, on a quelques dépôts. Mais après, il y aura un bilan à faire de ces différents dépôts qui ont été faits.
Alors là, je vous ai mis, mais rapidement, parce que ce n'était pas l'idée là, de passer en détail aux revues toutes les aides, mais on est sur des aides, comme je vous disais, forfaitaires. On est dans le cadre du plan de relance qui a été initié en début d'année. Donc c'est vraiment l'idée d'enclencher ou d'accélérer une transformation de ce secteur-là, avec des choses que, franchement, on ne faisait pas à l'ADEME avant. Hein. Alors les outils numériques, notamment le dépôt numérique, a été facilitant, même si au début ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, je pense qu'on arrive à quelque chose qui est un peu plus fluide et qu'il faut encore accompagner. Ça, c'est pour ça qu'on a besoin, on ne sait pas le faire tout seul, hein, on a besoin de l'ensemble des acteurs pour continuer à travailler et accompagner ces montages de projets-là. Et pour vous dire une petite indication, on est sur des aides qui vont de 60 à 80% d'aides publiques par rapport à des plafonds, on est sur des moyennes d'aide autour de 15 000 € d'aide pour les dossiers déposés. Là, je parle de moyenne nationale et c'est quasiment pareil au niveau régional. Alors, je ne sais pas si ça sort très bien, mais on a fait en tout cas qui date et qui diffusait essentiellement là aujourd'hui, puisqu'on l'a mis à jour avec quelques exemples d'Occitanie. C'est une plaquette qui reprend en fait quelques exemples locaux, du coup, de porteurs de projets qui ont bénéficié là actuellement du fonds tourisme. On en a aujourd'hui, je reviendrai après sur la plaquette, on en a aujourd'hui, en fait, on a un peu moins d'une quarantaine de dossiers déposés. Je te laisse prendre la photo, Erwan. Je donnerai la plaquette aussi. On a aujourd'hui en fait une quarantaine de dossiers déposés et plus de 160 diagnostics réalisés par nos partenaires, donc par l'ensemble des 8 partenaires d'Occitanie qui sont en fait 16 personnes, parce que derrière c'est des personnes des fois en binôme dans certaines structures, donc c'est des hommes et des femmes qui sont là pour voilà, poser, c'est pas quelque chose qui se veut automatique, hein, donc avec des fois un aller-retour, des compléments aussi sur certaines aides, et qui vont voilà, à la fois sur l'ensemble du secteur, donc des campings, des hôtels haut de gamme comme on peut avoir là à Najac dans l'Aveyron, ou le développement d'un village d'éco-gîtes qui vise à travailler aussi sur une offre vers le slow tourisme comme dans le Lot, ou alors des hébergements un peu plus familiales comme on peut avoir à Lourdes. Lourdes, je ne l'ai pas forcément dit, mais territoire qui se veut particulièrement plus touché par la crise qu'ailleurs, même si la crise chez eux peut-être ne date pas d'hier, et je sais de quoi je parle puisque je viens un petit peu de la région. Donc on a un accompagnement spécifique renforcé aussi sur ce territoire-là pour accélérer notamment sur le sujet de la rénovation le secteur de Lourdes. Tu voulais rajouter quelque chose, Valérie ? Et donc quelques chiffres, alors on passera juste après. Quelques chiffres du coup en Occitanie. Donc c'est on a aujourd'hui une quarantaine de dossiers déposés, ce que je vous disais, sur 160 diagnostics réalisés. Donc on a une marge de manœuvre aussi pour concrétiser et le nombre de dépôts. Et Valérie, tu le disais, il faut constituer un dossier, même s'il est simplifié, il faut que les professionnels aillent chercher les devis, renseignent, mettent les différents éléments qui vont bien et déposent le dossier. Donc ça demande un petit peu d'administratif, mais c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Et c'est vrai qu'avec la réouverture, enfin le fonds a été fait en fait et lancé avec la réouverture du secteur du tourisme. Il y a eu l'été, donc on espère là arriver à concrétiser un certain nombre de dossiers aussi. Surtout pour compléter, c'est qu'en tous les cas sur mon territoire, souvent, le retard des dossiers déposés, c'est aussi du fait que en fait, c'est la même personne qui est directeur, qui gère, qui fait, qui sert, qui est à l'accueil, voilà. Donc du coup, forcément, voilà, on a attendu la fin de la saison, qui heureusement s'est décalée un petit peu sur les vacances de Toussaint. Donc là, moi, depuis une semaine, je suis assez sollicitée par les professionnels, où j'ai un petit peu un retour de toutes ces sensibilisations qu'on a fait en amont, et du coup, voilà, on a les retours maintenant. Et pour vous dire, par rapport au national, donc il y a plus de 1000 dossiers déposés accompagnés aujourd'hui, et on reste la deuxième région, derrière Nouvelle-Aquitaine, du coup, avec un nombre de dossiers accompagnés assez conséquent. Peut-être, est-ce qu'on peut diffuser, du coup, la petite vidéo pour faire la petite pause Est-ce que c'est bon ? Ouais. Et donc, voilà, qui est le lauréat dans l'Aveyron. L'Hostel de Paris, c'est un hôtel-restaurant qui existe depuis 1849. Il y a plus de 30 producteurs qui travaillent pour nous, qui fournissent les produits de très bonne qualité. Notre projet avec France Relance et ADEME, c'était d'évaluer notre capacité d'ajuster, développer, être plus efficace
nous avons le sentiment que là, on va pérenniser la maison pour les générations qui suivent. Vous avez reconnu le petit accent anglophone aveyronais de Susanna, la compagne du coup du chef étoilé de l'Oustal El Bari, qui est du coup à Najac et qui a bénéficié de l'accompagnement de la Cécile l'Aveyron, qui est un des partenaires aussi du Fonds de tourisme. Et enfin, pour terminer un peu sur les perspectives, c'est vrai que quand on échangeait, on préparait la table ronde, Valérie, tu me disais que finalement l'engagement dans le Fonds de tourisme durable, ça a été un pied, même si c'était déjà un pied dans l'accompagnement des porteurs de projets vers un tourisme déjà résilient, durable sur le territoire, mais pour enclencher d'autres choses, d'autres projets. Et du coup, quelles sont un peu les perspectives là, sur ces sujets ? En fait, déjà, on s'est rendu compte qu'en fait, on faisait déjà un peu de tourisme durable, puisque comme on a 3 grands sites, déjà, on s'était déjà un petit peu concentré sur la mobilité. Donc, nous avions participé avec le réseau des grands sites de France sur les escapades nature sans voiture. Donc, ça, c'était déjà quelque chose qu'on faisait. Nous avons également lancé, dans le cadre de Vignobles et Découvertes, un sac à dos qui s'appelle le Comporte. Donc je vous invite parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un sac à dos en fait un petit peu instructif pour adresser aux familles, où en fait il y a de la sensibilisation à la biodiversité. Et le but en fait, c'est de partir dans les vignes avec ses enfants, de faire des pique-niques. Donc il y a une nappe de pique-nique avec un jeu de loi, enfin bon voilà, il y a plein de choses. C'est un sac à dos qui a été fait en partenariat avec les vignerons, donc du coup chaque sac à dos est fait avec les vêtements d'un vigneron. Ce sac à dos a un nom, une histoire de ce vigneron. Et ce sac à dos, il a été fait en partenariat aussi avec 4 autres destinations vignobles et découvertes, donc une dans le Bordelais, le Vidour, le Camargue et le Pays au Languedoc et Vignoble. Et ensuite, du coup, pour aller un peu plus sur la transition écologique, on s'est rendu compte également qu'il fallait sensibiliser les professionnels. Et donc, on avait déjà un partenariat sur d'autres, au niveau économique avec le GFOSAT. Donc, c'est une association sur Montpellier qui, en fait, sensibilise et accompagne les particuliers sur la transition écologique. Et du coup, on leur a demandé maintenant d'accompagner aussi les professionnels, ce qui est pour eux une nouveauté, mais bon, voilà. Donc, on est en train de réaliser une convention avec eux pour qu'ils viennent chez nous, ils fassent une permanence pour accompagner nos professionnels du tourisme sur cette transition écologique, sur les différents travaux et accompagnements financiers qu'ils peuvent avoir. Voilà. Donc, en gros, c'est un petit peu les grands sujets. Et donc, du coup, on organise également une première demi-journée de sensibilisation à l'attention de nos professionnels le 22 novembre, où justement le GFOSAT va leur présenter un petit peu, on va aller un petit peu au-delà de ce que fait le Fonds de tourisme durable. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut nous aussi perdurer. La semaine dernière, là, vous avez la petite illustration, Camille Fabre, du coup, directeur régional délégué là, de l'ADEME, était aux côtés du département des Eurotourisme aussi et de certains opérateurs et dont Betterfly pour travailler sur l'élaboration de l'étiquette de l'affichage environnemental pour les campings. Et donc avec l'idée, avec une expérimentation qui a été menée dans l'Hérault, avec 13 campings, et on espère d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, avoir une étiquette propre au secteur du camping et du coup bénéficier aussi d'un accompagnement dédié qui peut être financé, soutenu dans le cadre du Fonds de tourisme. Et enfin, pour terminer, parce que je vois Jean là qui me dit c'est terminé, mais justement c'était l'ouverture sur notre partenariat. Et dire que alors, je vous ai remis là, un peu toutes les vidéos des 3 études là, que j'évoquais sous forme de questions qui sont très rapides et brèves avec les liens que vous aurez dans la présentation qui sera diffusée, et surtout évoquer le fait que nous c'est quelque chose, le tourisme c'est une activité que l'on souhaite perdurer pour travailler sur un secteur qui engage une véritable transition écologique, et c'est quelque chose qu'on veut faire aussi avec l'ensemble des acteurs, dont le CRTL, avec une convention qu'on signe là pour 3 ans, dont le sujet de la mobilité sera un des axes forts, également travailler avec le financement d'un poste dédié, travailler sur l'animation d'une opération collective aussi pour enclencher l'ensemble des opérateurs, des acteurs vers un tourisme durable, et puis certainement travailler sur différents événements comme les universités du tourisme durable qui vont se faire l'année prochaine, ou des hackathons de tourisme durable pour concilier, converger l'ensemble des acteurs, parce que le tourisme durable, sans une convergence et une transversalité des acteurs, on n'y arrivera pas. Voilà, donc merci à vous et je laisse la plénière continuer.